comprendre qu'il a en lui une féminité également, une partie femelle, comme l'on dit. Bon, en fait, c'est une sexualité féminine, mais qu'il a à prendre position vis-à-vis d'elle dans un cheminement ultérieur. Alors, je crois que pour ce qui concerne l'islam, ça ne fonctionne absolument pas par rapport à des critères de cet ordre-là. C'est-à-dire que on est dans des... à l'âge où ça se pratique, on est très très loin, si vous voulez, de donner comme message essentiel cette séparation avec la mère. Et en outre, on a laissé pendant tout ce temps, pendant ces nombreuses années, on a laissé ce fantasme s'installer, qui correspond justement à cette construction d'une Oumma non différenciée, c'est-à-dire une espèce de forme, si vous voulez, maternelle, qui n'a pas tellement de contours, qui n'a pas tellement de contenu, mais qui est plutôt de l'ordre du fantasme. Et donc pendant ces années, aucune structuration ne s'est faite par rapport à cette représentation de la féminité. C'est-à-dire, finalement, après, qu'est-ce que veut la femme? Bon, c'est la grande question que posait Freud. Qu'est-ce que veut la féminité? Qu'est-ce que c'est, surtout dans une culture et même dans une loi qui est marquée au départ par la masculinité? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette question ne peut pas être posée. Alors, attention, elle peut revenir par toute une série de biais. Je ne suis pas en train de dire que les musulmans sont incapables d'être aussi intelligents que nous. Sûrement pas. Ils sont aussi intelligents que nous, aussi sensibles que nous, etc., etc. Ils peuvent se poser des problèmes très profonds, mais ça prendra forcément une autre dimension, une autre orientation. Ça viendra d'une autre manière que la façon dont ça peut venir à partir du moment où on est dans une culture où on pratique la circoncision à 8 jours. Alors le deuxième point, c'est ce que vous dites sur les manuels. Moi, ne peut que confirmer l'analyse que je faisais. J'ignorais cela, mais gommer Isaac, c'est le répudier. C'est donc vraiment que là, le discours inconscient c'est Isaac. Puisque cet Isaac, nous le gommons, il n'existe pas. Mais parce que nous le gommons, c'est lui dont il s'agit. Hein, c'est un mécanisme de déni, si vous voulez, enfin d'effacement et de déni. Et lorsque moi je parle d'ismaélisation, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque part des théologiens qui sont en train de construire une ismaélisation. Je suis en train de parler d'un processus qui va commencer, ou qui commence par justement l'effacement d'Isaac. C'est-à-dire la perception qu'Isaac est devenu un État et son effacement absolument inéluctable si l'on veut penser ce que ça représente de déclencheur de l'angoisse de castration chez soi. Une angoisse qui est non mesurée, qui n'est pas tenue. Donc là, je pense que c'est un phénomène qu'il faudra vraiment analyser là, de très près. Alors, j'en viens presque à la troisième question en même temps, parce que les, entre guillemets, conseils psychopolitiques que l'on pourrait développer, moi je crois que tout est à faire, absolument tout. Et je crois, à partir de travaux comme ceux que vous faites, qui sont des travaux fondamentaux, parce que là nous avons à travailler sur les représentations, c'est-à-dire au-delà des discours auxquels nous nous opposons à juste titre, par exemple les incitements à la haine et des choses comme ça, et l'antisémitisme à proprement parler, il y a derrière toute une série de représentations nouvelles auxquelles il faut pouvoir répondre. Ce travail n'est pas fait. Il n'est pas fait dans les manuels, mais il n'est pas fait même dans les argumentations, quand nous nous battons contre les journalistes occidentaux qui racontent n'importe quoi sur Israël. Bien, nous ne faisons pas le travail sur les représentations. Et ça nous manque énormément. J'ai été frappé de voir, si vous voulez, hier,
Hier, j'étais à la réception que donnait Alan Dershowitz à Jérusalem. Et il expliquait que lui, il avait écrit The Case for Israel. Il expliquait qu'il était dans une position où, tout en ayant sa propre analyse d'Israël, il avait à défendre Israël. Bien. Et il expliquait que dans les campus américains, il était pratiquement impossible de parler d'Israël, même aux États-Unis. Ça m'a rappelé ce que disait Lapid à Herzliya l'autre jour, quand il disait ouais, vous êtes tous en train de croire que les États-Unis, hein, et un jour vous allez voir ce qui va se passer si ça continue comme ça. Et bien, effectivement, dans les campus, il est plus possible pour les gens qui ont envie de dire quelque chose de sérieux sur Israël, d'apporter une analyse concrète, il est plus possible d'avoir plus de 50 étudiants, alors que ceux qui viennent, comme Chomsky ou d'autres, déverser leur haine sur Israël, ont 2000 étudiants. Alors, il faisait cette analyse que moi je fais aussi personnellement. Je suis par exemple le combat de Daniel Pikes aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez surréaliste. Et je me rends compte que quelqu'un comme Dershowitz, comme d'autres, s'en tiennent effectivement à des argumentations de premier plan, c'est-à-dire nous avons à défendre Israël parce qu'Israël est accusé à tort sur telle et telle chose. Donc tout ça est un travail d'explication, mais le travail fondamental, c'est le travail des représentations, c'est-à-dire de savoir au-delà de ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils ont en tête pour pouvoir dire une chose comme ça. Et si nous ne faisons pas ce travail, d'une part, nous serons épuisés par les assauts qui sont portés contre nous, car nous ne sommes même pas protégés. Je peux vous dire qu'en France, on a une poignée comme ça à s'exciter comme des puces, comme on dit sur le sujet. Les gens sont crevés, ils sont fatigués, ils sont épuisés, mais pas tellement physiquement, mais moralement, parce qu'en fait, ils ne se protègent pas suffisamment. Et pourquoi ne se protègent-ils pas suffisamment? Parce qu'ils ne travaillent pas sur les représentations, ils les reçoivent massivement en choc. Ce sont des tirs groupés qui sont balancés systématiquement, et comme le travail n'est pas fait sur les représentations, on ne prend pas de la distance, on ne renvoie pas là où il faut renvoyer, et on est inquiet, on a le nez dans le guidon, enfin comme on dit. Donc je crois que si, sur le plan psychopolitique, je crois que ce qui est fondamental, c'est cela. Et ça veut dire commencer à prendre un recul par rapport à ce phénomène. Si on continue de dire que, encore une fois, nous sommes dans une situation apocalyptique, que c'est au jour le jour que se joue la destruction de l'État d'Israël, etc., nous sommes à côté de la plaque. Nous savons très bien que ce n'est pas au jour le jour que se joue la destruction de l'État d'Israël, par exemple. Nous ne pouvons pas. Nous savons que les Juifs sont, aujourd'hui, même en Israël, sont menacés en tant que Juifs individuellement plus qu'en tant qu'État. Nous savons très bien que donc il y a toute une série de représentations que nous ne travaillons pas et qui font que nous allons après avoir des réactions qui sont totalement disproportionnées et à côté de la plaque par rapport à ce qui est déclenché en ce moment contre nous. Donc, voilà. Bon, évidemment, il faudrait être beaucoup plus précis que ça. Mais nous avons peut-être donné aujourd'hui un exemple de ce que ça signifie. Si nous sommes capables d'essayer d'expliquer pourquoi Isaac est gommé des manuels scolaires, à travers toute une série de réflexions qui font converger le politique, le théologique, le psychologique, etc., peut-être que là, on va commencer à comprendre quelque chose. Sinon, on sera en train de dire, nous avons des ennemis, voilà, voilà ce qu'ils font. Enfin, bon, je suis en train de simplifier votre travail, qui au contraire est fondamental, mais je crois qu'on sera toujours limité. Il y a encore deux questions avant que nous devons clôturer. Joël Fishman, tu veux venir ici après ça, le docteur Eric Cohen. Et on va prendre les deux questions, l'un après l'autre. Si vous voulez, je veux bien vous offrir deux petites indications historiques qui peuvent vous intéresser. Alan Bullock, l'historien anglais, a écrit dans sa biographie de Hitler que le dernier a dit « La conscience est un
convention juive. C'est une mutilation comme la circoncision. Et je crois que c'était Guillaume IV, roi de Prusse, qui a demandé après la révolution de 1848 à Francfort, est-ce qu'il me faut la circoncision pour accepter cette constitution? Je vous en prie. Eric. D'abord, merci beaucoup pour cette extraordinaire conférence qui nous a, en tout cas, qui m'a provoqué. Juste quelques remarques et quelques indications. D'abord, le personnage d'Abraham qui apparaît ici très important dans votre discours. Abraham dont on dit, on essaie de comprendre dans la tradition qui il est, quel est le sens de ce que ça veut dire être Abraham. Et l'un des sens, c'est d'être d'un côté du fleuve et de l'autre côté le monde entier. C'est écrit explicitement. Or, il s'avère que la Torah qui nous indique souvent beaucoup de choses concernant beaucoup de gens, de manière très très particulière, ne donne pas le nom de la mère d'Abraham. On ne sait pas quel est le nom de la mère d'Abraham. Et on apprend bien qu'il doit quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, mais on ne parle pas de sa mère. Or, Abraham, non seulement est le premier à pratiquer la circoncision, mais il la pratique sur lui-même. Et juste après, il pratique la circoncision donc du fils qui va arriver. Donc c'est la différence entre Ismaël et Isaac, c'est que Ismaël est le fils d'avant la circoncision, tandis que Isaac est le fils d'après la circoncision. Or, ce fils qui est après la circoncision, il n'est pas question qu'il quitte Israël. Le retour, c'est-à-dire le départ de la région de Haran, d'accord, est donc irréversible. Et il est interdit à Isaac de partir. Alors, je vois que tout ça rentre très bien dans cette stratégie analytique que vous avez indiquée. En ce qui concerne Agar, ce qui est assez extraordinaire, c'est dans les commentaires traditionnels, dès que des massacres arrivent et que des exactions sont faites par le monde musulman contre les juifs, sont nombreux les commentateurs qui disent c'est parce que nous avons traité Agar comme nous l'avons traité à travers Abraham et Sarah qu'aujourd'hui nous sommes punis comme nous sommes punis. C'est-à-dire que sur le plan moral, éthique, d'accord, le rapport est direct. D'autre part, en ce qui concerne le Japon, si je me rappelle bien, Levenstein, dans son livre, dit que le Japon ne connaît pas l'antisémitisme jusqu'au jour où arrivent des prêtres au Japon, des prêtres catholiques. Donc c'est pas hier ni avant-hier, c'est il y a à peu près il y a des dizaines d'années. Donc ça a commencé il y a très longtemps. Autre dernière remarque, savoir comment est-ce que dans le monde de l'islam, comment est-ce qu'on définit l'identité de l'enfant, quel est le rôle du père, quel est du point de vue de la dimension musulmane. C'est-à-dire dans la tradition juive, c'est la mère. Dans la tradition musulmane, si je ne me trompe pas, c'est le père. Or, si au milieu de la Oumma, il y a ce phallus juif, d'accord, donc ça remet en question en fait toute identité de ce que ça va générer. Je ne sais vraiment pas si j'ai quelque chose à ajouter parce que je crois que c'est extraordinaire de se rendre compte que j'ai évidemment pas du tout la connaissance de tous les textes que vous avez et de constater qu'il puisse y avoir des convergences à ce point. Ce que je voudrais dire, c'est que si effectivement le nom de la mère d'Abraham est caché, ça peut effectivement renvoyer alors à cette idée qu'il y a un avant et un après Abraham, et que cet avant et cet après fonctionnent par rapport à la nomination de la mère.
C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'irréversible qui se produit, il se peut que ce soit précisément avec Abraham le fait que la mer ne peut plus ne pas être nommée. Bon, il faudrait étudier ça. Mais la question du nom de la mer est absolument fondamentale. Très souvent, on parle beaucoup plus du nom du père, notamment en psychanalyse. Mais en réalité, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, le travail, par exemple, que la mère fait, la future mère fait pour avoir un autre nom, le travail psychique qu'elle fait pour l'intérioriser, pour l'accepter, etc., implique précisément que tout doit être repensé par rapport à la nomination. C'est un élément peut-être très superficiel par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, mais c'est un élément qui confirme que le problème est là. Un des problèmes fondamentaux est là. Et donc, si l'on considère qu'il y a une situation d'une mère qui s'appelle Agar, qui est répudiée dans les textes, alors on peut considérer qu'il y a une espèce d'attraction, peut-être pas irréversible, mais en tous les cas pérenne jusqu'à aujourd'hui, de revenir à la situation d'avant Abraham. Et ça, c'est une hypothèse qui m'intéresse énormément, car une des hypothèses que je fais est que ce qui est en train de se passer, c'est une tentative d'en finir avec pas dire la religion, la représentation abrahamique. Avec le monothéisme abrahamique. C'est-à-dire d'en finir avec ça, de créer une nouvelle donne, totalement différente, et qui viendrait de l'intérieur de la population abrahamique. Parce qu'on a vu beaucoup de cultures s'opposer au Dieu d'Abraham, etc. Mais souvent, c'était à l'extérieur que ça pouvait être fait. Là, ça serait la première fois qu'on verrait à l'intérieur de cette culture un mouvement théologico-politique se constituer et qui viserait à s'autodétruire en tant qu'Abraham. Voilà. Alors, cette autodestruction, effectivement, se traduirait sur le plan psychique par la régression vers un stade antérieur à la position abrahamique. Et encore une fois, cette idée d'arabe cananéen, moi je demande à ce qu'on la creuse. Qu'est-ce que ça veut dire que les Palestiniens puissent aujourd'hui dire, même si c'est 10% d'entre eux, si c'est 1% d'entre eux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'ils sont en train de dire qu'ils sont les héritiers des Arabes cananéens, etc., etc. Il y a un discours qui est en train de se construire et qui vise, à mon avis, de l'intérieur même du peuple abrahamique, de détruire la référence abrahamique. Je remercie beaucoup le docteur Hubert au nom de vous tous. C'était vraiment pour nous extrêmement intéressant. Ça nous ouvre une perspective qu'on entend en effet jamais, parce que moi je m'occupe surtout du monde anglo-saxon et ce sont certainement des discours qu'on n'y apprend jamais. C'était pour nous extrêmement précieux. Je suis en train de préparer une conférence avec le professeur Manor sur en effet les réactions européennes sur ces travaux, sur les livres scolaires palestiniens, où on vous transmettra la date. Je prie ceux qui ne sont pas encore enregistrés chez nous et que nous n'avons pas leur email, leur courriel ou leur adresse, de donner ces indications à Elisabeth qui est ici. Il ne faut pas le faire en français. Mais de cette manière, vous recevez de nous nos invitations. Je voudrais aussi vous dire qu'à l'extérieur, il y a le Jerusalem Viewpoint en anglais que vous pouvez prendre, ou le Post-Holocaust and Antisemitism, aussi en anglais, que vous pouvez prendre. Récemment sorti une interview avec André Markovits sur l'anti-américanisme et l'antisémitisme européen, les différences et les
Et le parallèle, je crois que Markowitz a des idées extrêmement originaux qu'il a développées dans ce texte. Chanukah Sameach et à bientôt.